Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM. Bienvenue sur Carte sur table sur Hype FM, dans une émission spéciale consacrée à Charles Aznavour et à la Fondation Aznavour. Il y a juste un an, Charles Aznavour nous quittait, mais peut-être pas complètement. En effet, son héritage culturel, son message de paix et de fraternité continue à travers ses chansons, sa fondation, ses livres, ses photos et maintenant ses films à parcourir le monde, à donner du plaisir à des millions de personnes. Un an après, on mesure mal l'impact qu'a eu Aznavour sur des milliers de personnes venues d'horizons divers, de pays différents. Cet été à Yerevan, on pouvait voir des quarts de touristes japonais gravir les marches de cascade pour se rendre à la Fondation Aznavour qui domine la capitale et pour quelques instants se mettre dans les pas de leur idole qui leur a fait connaître non seulement la France, mais aussi l'Arménie. On se souvient encore du discours du président Emmanuel Macron lors de la cérémonie d'hommage national aux Invalides, avec cette phrase restée dans les mémoires « En France, les poètes ne meurent jamais ». Depuis, ses fils, Misha et Nicolas, ont pris la relève et perpétuent, à travers la Fondation Aznavour, l'héritage humaniste, culturel et arménien de Charles Aznavour, avec le soutien de la famille, de son épouse Hula, de ses filles Katia et Seta, de sa sœur Aïda et de sa belle-fille Christina. Il n'est pas facile pour ces enfants de faire vivre cet héritage que leur a transmis leur père. Pourtant, ils y arrivent sans doute au-delà des espérances du grand Charles, et c'est là encore une de ses réussites. Dans tout ce qui est entrepris par la famille Aznavour, l'Arménie n'est jamais loin. Elle est même au cœur de tout, mettant en exergue la phrase fétiche du patriarche « 100% français, 100% arménien ». Et leur force, c'est de transmettre cet héritage pour le faire partager par tous. Aussi, nous sommes tous quelque part, à des degrés divers, les héritiers d'Aznavour. Oui, comme pour Charles Aznavour, nous avons un héritage à transmettre. Il s'appelle Arménie, arménien, diaspora. C'est une lourde tâche, impossible pour diraient certains, mais pour cette nation qui a démontré dans tous les domaines qu'elle avait des filles et des fils dignes de remplir cette mission. Pour parler de cet héritage, de la Fondation Aznavour, de tous les projets à venir qui vont perpétuer la mémoire du grand Charles, nous sommes très heureux d'accueillir avec nous son fils Nicolas Aznavour et Christina Aznavour-Sarkissian, sa femme, qui président tous les deux aux destinées de la Fondation Aznavour. Merci à vous d'être présents. Merci. Alors, première question de Nicolas et Christina, ça fait maintenant une semaine depuis le 1er octobre. Avez-vous été surpris cette semaine encore de la ferveur et de l'élan d'amour que suscite Charles Aznavour aujourd'hui? Pour avoir voyagé avec mon père dans le monde entier, y compris en France et ailleurs, j'ai pu constater de prime abord à quel point les gens l'aimaient, à quel point il aimait son public. Donc, non, je ne suis pas étonné de cet amour que les gens expriment pour lui aujourd'hui. Christina? Moi, je dirais que je suis pas mal des réseaux sociaux. Cet amour, il est constant. C'est pas que maintenant, en fait, pendant une semaine, au 1er octobre, etc. Cet amour, il est constant. Et la mémoire reste, et la personne, il est là, dont les gens, le temps que les gens se souviennent, le temps que les gens parlent. Et je peux vous dire même plus, malgré les événements qu'il a eu lieu les dernières semaines, il y a quand même des gens qui disent c'est pas assez, on veut encore. Du coup, ça montre l'amour, ça montre l'envie d'entendre les chansons, de voir l'homme Aznavour. Et voilà, ça nous encourage beaucoup à faire plus des choses. Ces messages de soutien et c'est toute l'année en fait. Oui. En ce moment particulièrement. Mais ce qui est phénoménal avec Charles, c'est que chaque chanson, on a tous quelque chose, une de ces chansons qui a pu toucher le cœur de quelqu'un. Qui nous ramène à un moment de notre vie. Il a chanté vraiment tous les différents aspects et on se retrouve à travers ces chansons. Déjà, il y en a énormément. Oui. Mais c'est pas seulement le nombre, c'est aussi le fait que il était extrêmement curieux de la vie, curieux des gens, et son regard était bienveillant. Et c'est cette empathie qui lui permettait d'exprimer les sentiments
que chacun ressent au cours de sa vie à différentes périodes. Il avait grâce à cette empathie, il pouvait se mettre à la place de toutes ces personnes et exprimer leur ressenti, leur vécu. Alors, nous, on a pu l'approcher au travers d'un concert, d'une interview, mais comment était-il au quotidien ? Était-il aussi dynamique qu'il pouvait l'être Il était très dynamique, ça je peux vous le dire, on avait du mal à le suivre même à 93 ans. Donc à l'époque j'étais pas né, mais je peux que imaginer à 40 ans ce que ça devait être. On a l'impression qu'il avait toujours 1000 idées en tête, 1000 projets. Toujours, quand on voyait un petit peu son planning pendant ses tournées, quand il avait 40, 50 ans, il voyageait la nuit, il faisait 2-3 concerts pendant la journée, il reprenait l'avion, c'était infernal. Puis on voit qu'il a plusieurs cordes à son arc. Alors on connaissait bien entendu les chansons, on connaissait l'acteur, grand acteur. Puis on a découvert l'écrivain au travers d'un certain nombre de livres qu'il a pu écrire. Il y a un écrivain de qualité. On a découvert le photographe plutôt vers la fin de sa vie. Et puis donc maintenant on découvre aussi le réalisateur de films parce qu'il a aussi cette corde à son arc. Y a-t-il encore d'autres cordes qu'on ne connaît pas encore du personnage Aznavour ? Je pense qu'il y a d'autres œuvres qui sont peut-être moins connues aujourd'hui, mais il a écrit des comédies musicales aussi. À l'époque, c'était Monsieur Carnaval, ça s'appelait dans les années 60, ça avait bien marché. Il a écrit une comédie musicale qui s'appelle Lautrec, aussi sur la vie de Toulouse-Lautrec, qui a été adaptée aux États-Unis, qui est encore en cours de production en ce moment aux États-Unis. Il a écrit des pièces qui sont inachevées aussi, comme Une vie de femme. Une vie de femme, une autre pièce aussi, qui sont... Là, c'est mon frère Micha qui est en train de travailler, ils vont réécrire le livret, mais les chansons de cette comédie musicale restent. Donc il y a encore plein de projets en cours. Alors vous parlez de Micha, en fait on sent aussi qu'il avait tenu à préparer cette transmission et qu'aujourd'hui c'est toute la famille Aznavour qui est dans l'œuvre pour faire perpétuer cette œuvre de Charles. En fait, la façon dont mon père nous a élevés, c'est qu'il nous répétait toujours qu'il fallait qu'on soit unis et que il voulait que tous ses enfants soient traités pareil. Donc s'il donnait quelque chose à l'un, il donnait à l'autre. Il voulait toujours maintenir cette cohésion, en fait, cet esprit de famille. Pour lui, c'était capital. Alors, une des façons de perpétuer, c'est la Fondation Aznavour, que vous présidez tous les deux. Une des manifestations de cette fondation, c'est le Centre Aznavour, qui est situé à Yerevan. Alors, le Centre Aznavour, j'étais avec vous en octobre dernier pour le voyage du président Macron. On le savait, mais on a vu un peu les premiers plans. Donc cette fondation, ce centre va être totalement rénové. Alors pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce qui va se passer sur ce Centre Aznavour ? Peut-être Christina ? Oui, bien sûr. En fait, pour vous donner un petit peu l'historique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont entendu à droite, à gauche différentes opinions, pour éclaircir un petit peu la situation, l'immeuble que vous voyez en haut de Cascade, c'était un cadeau à Charles Aznavour pour sa résidence. Mais lui-même... Du gouvernement Du gouvernement arménien, c'est ça. Mais lui-même, prenant en compte que la maison se trouve dans un endroit absolument incroyable avec un vue sur le mont Ararat, il a dit qu'il voudrait faire un cadeau de retour au peuple. Et d'où cette idée de créer quelque chose unique qu'on appelle en ce moment Centre Aznavour et pas le musée parce qu'il y a une partie complémentaire. Voilà, l'idée est née d'ici. Centre Aznavour sera complètement rénové parce que le bâtiment a été créé comme une maison, mais il n'est pas adapté aux besoins qu'on a en ce moment. Parce que dans le centre, il y a deux parties. Il y a une partie muséale qui sera consacrée à la vie de Charles Aznavour. Et ce qui est très important, c'est lui-même qui a participé à la création. 2 dernières années de sa vie, on a travaillé avec lui pour le choix architectural,
pour la création d'audio-guides, parce que c'est lui-même qui va vous raconter l'histoire de sa vie. C'est incroyable, et je pense que dans le monde entier, aucun musée a fait ça. Que l'artiste, il vous mène lui-même avec sa voix par l'étape clé de sa vie. Ensuite, en fait, dans la partie muséale, il y a beaucoup de choses très intéressantes. C'est très interactif. En plus, on l'a filmé en 3D, en 360, pour pouvoir utiliser ensuite pour soit en création d'hologrammes, soit réalité virtuelle. C'est l'expérience qu'on veut offrir. On ne veut pas offrir un musée classique. Statique. Oui, statique, parce que lui, il n'était pas comme ça. Il avait cette énergie, il voulait aller vers le monde, il adorait les nouveautés, il travaillait sur Mac, il travaillait sur iPad, il aimait ça. Du coup, c'est cet esprit qu'on souhaite partager. Et donc ce musée, il sera composé, donc, si j'ai bien compris, d'un certain nombre de salles, et on va pouvoir avoir les différentes périodes de sa vie, ou des périodes, des moments charnières de parcours. De la famille d'abord, Oui. avec la fuite pendant le génocide, le passage par Marseille, l'arrivée à Paris, le premier appartement, ensuite la période pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec l'affiche rouge, l'histoire avec Manouchian un petit peu, pour que les gens découvrent cette histoire. En Arménie, les gens ne connaissent pas cette histoire. Les premiers succès, le succès international, le backstage, et puis finalement l'arrivée sur scène avec un concert. Et également, donc, oui, le studio d'enregistrement que j'ai oublié, où les gens auront accès à des multipistes, donc ils pourront mixer eux-mêmes les chansons. Ah, très bien. Ce qui est également très important, que je souhaite souligner, que les objets personnels de Charles Aznavour qui n'étaient jamais exposés, la famille a pris la décision de transmettre à la fondation pour qu'ils seront exposés sur place. Du coup, vous allez voir ces écritures, vous allez voir les lettres, et ça, je peux dire que c'est un grand travail que Nicolas a fait. Il a fait un archivage pendant tous ces 2 ans. Les photos qui n'étaient jamais montrées au public, les lettres. Tu peux peut-être dire un petit peu plus. Sinon, un de ses premiers pianos, ou la petite cuillère en argent avec laquelle mes grands-parents ont donné à manger à ma tante Aïda et à mon père. Et dont Aïda a offert à notre fils qu'on va mettre. On a vraiment l'impression que sur ce musée, sur cette partie musée du futur centre Aznavour, on a l'impression qu'il avait tout prévu, qu'il savait exactement, et moi je le reconnais bien là, c'est-à-dire que, y compris dans ses concerts, tout était millimétré, tout était calibré. On a l'impression qu'il avait tout prévu sur comment le spectateur va découvrir sa vie. C'est vrai. C'est vrai. Hein? Et deuxième partie, juste pour expliquer notre but principal, pourquoi on fait ce centre. Notre but principal, c'est d'inspirer. C'est tout ce qu'il faisait pendant toute sa vie. Oui, je crois que continuer ça, par son parcours à travers le musée, on souhaite inspirer la jeunesse, montrer que tout est possible, même si vous êtes... si vous avez des difficultés... Vous venez de familles d'escapés de génocide, vous pouvez quand même arriver. Gravir les marches jusqu'au sommet. Alors, je crois que ça va devenir un lieu justement où des jeunes artistes vont pouvoir venir, alors soit en studio, soit exposer leurs photos. Donc, inspirer la jeunesse et après leur donner les moyens d'atteindre leurs ambitions. Donc avec le studio d'enregistrement, la salle de concert qui fera également office de salle de cinéma. Du coup, comme vous avez dit. Et surtout l'Institut français. Oui. Et des masterclass aussi, qui seront données par des professionnels du monde entier. Donc l'Institut français sera quand même le premier en Arménie, ce qui est important pour nous avec tous les francophiles qu'on a et malheureusement... Oui, on sent que ce centre va devenir le phare de la culture française, au-delà même du Caucase. C'est-à-dire que sur toute cette région-là, c'est l'endroit de la francophonie. C'est notre ambition de créer une véritable plateforme culturelle où les gens pourront avoir accès au contenu, aux livres numériques, aux films, etc., qui puissent pratiquer le français, que ce soit un lieu de vie culturelle en fait. Et partager l'amour de la langue française également. Parce que mon père adorait la langue française, ah oui. Vraiment sa passion. Et alors justement, tout ça a néanmoins un coût, un budget.
Où en est-on justement? On avait en octobre dernier la première pierre, les premiers plans étaient dessinés, mais maintenant on en est où de ce projet? Ce projet-là a été entièrement financé grâce à des donateurs privés, à un grand mécène et à la famille Aznavour. Donc ça, c'est magnifique. C'est-à-dire que maintenant, les travaux vont pouvoir commencer. Quand est-ce que la rénovation, on peut dire, sera terminée, l'exposition prête, le musée y a-t-il déjà des dates ou c'est un peu trop tôt? Non, en étant optimiste, en 2021. Mais En 2021, 2022, parce qu'il y a non seulement la reconstruction de l'immeuble, mais également la partie muséale on travaille avec un magnifique directeur artistique, Nathalie Crinière, qui a fait Yves Saint Laurent, qui a fait l'exposition Dior, et qui fait beaucoup d'autres expositions dans le monde entier, mais prenant en compte la quantité d'archives qu'il y a et les matériels, parce que c'est quand même 94 ans de vie très actif. Ça aussi, ça va prendre plus de temps que d'habitude. Alors, et entre-temps, jusqu'à 2021, est-ce qu'il y aura des activités, alors peut-être en dehors des murs du centre? En fait, on travaille en parallèle pour créer, c'est très logique, parce que lui, il avait ses origines, mais il voyageait dans le monde entier. Prenant en compte la même formule, on a créé Centre Aznavour en Arménie, mais la partie muséale va voyager dans le monde entier. Et notre but en ce moment, c'est commencer à travailler sur ce projet en parallèle pour pouvoir lever des fonds, pour pouvoir trouver le partenaire et ramener cette culture franco-arménienne et les messages clés humanistes et artistiques qu'il y avait à travers le monde, à travers Aznavour. Et on voudrait que cette exposition, tout d'abord, sera présente à Paris, avec 1000 mètres carrés dans un lieu emblématique au centre de Paris. Ensuite, qu'il voyage à Lyon, à Marseille et dans le monde entier. Éventuellement d'autres villes en France. Et après, qu'elle voyage dans le monde, comme mon père le faisait, pour retrouver son public qui l'attend partout. Oui. Que ce soit au Moyen-Orient, au Canada, aux États-Unis, au Japon. Le public est là. Donc on va pouvoir découvrir l'exposition, on pourra même découvrir 2 fois cette exposition et ce musée. La première fois, on va voir ici, un peu partout dans le monde, et puis on pourra la redécouvrir différemment en Arménie. Je pense au contraire. D'abord, l'ouverture, je pense que ça sera en Arménie, parce que le budget est déjà finalisé, on est sûr, on peut commencer. Et l'exposition ensuite. Et l'idée que ça s'ouvre en Arménie d'abord, et dans 6 ou 3 mois, ça vient à Paris. C'est juste que je comprends que ça paraît très loin en 21, 22, mais en réalité, les projets comme ça se préparent des années en avance. Même location de salle, c'est quelques ans en avance. En plus, recherche tous ces partenaires. Et quand vous avez parlé de financement, le projet du Centre Aznavour, c'était le projet le plus important. Et la famille et le mécène ont sécurisé ce projet. Mais tous les autres projets qu'on fait en ce moment, on essaye de créer comme une petite, pas le business, mais un projet qui permet de couvrir les frais ensuite. Il faut que ces projets soient durables. Oui. C'est ça. Assurer leur pérennité. Donc on a cette mission d'assurer la pérennité. Les projets, il faut qu'ils puissent s'autofinancer au bout d'un moment. D'accord. Au départ, bien sûr, on a besoin de mécènes. Alors, comment intervient là-dedans l'Arménie, d'une part, et comment intervient la France, d'autre part? On a vu les 2 présidents qui avaient l'air assez impliqués, mais du coup, comment les 2 pays interviennent? C'est un institut français, donc je suppose que la France est intéressée à ce projet. Elle est très intéressée, surtout que le lieu est magnifique. Et ce sera vraiment une vitrine pour la culture française. Le soutien, il est surtout politique, dans le sens où il n'est pas financier. Oui, non. Mais c'est important aussi. C'est très important qu'il y ait cet engagement politique, sinon on ne pourrait pas réaliser ces projets, bien sûr. Et pour faire tout ça, vous avez décidé tous les 2 de vous installer en Arménie, ce qui n'est quand même pas un parcours banal.
Comment vous est venue à tous les deux cette idée de... C'est venu naturellement parce que si on veut bien faire les choses, il faut être là. Hmm. On ne peut pas être absent. Et moi, ça m'est venu naturellement parce que j'ai toujours eu un attachement pour l'Arménie. Et honnêtement, ça s'est fait naturellement pour moi, en fait. Hmm. Oui, Je me sens bien à y aller. C'était la décision de Nicolas, tout d'abord. Ouais. Et c'était une bonne décision, je pense, parce que comme ça, on profite que notre fils, déjà, il va parler arménien, il va connaître la culture. Et cet amour que vous sentez envers les enfants en Arménie, je pense qu'il n'y a nulle part. Cette chaleur que vous sentez des gens. Alors, comment s'est organisé un peu ce retour ça a été... on sait que c'est toujours... Vous déjà, parce qu'en fait, vous saviez ce que vous vouliez faire en Arménie. Vous saviez que vous alliez vous occuper de la fondation. Donc déjà, c'est déjà un pas important. C'est-à-dire qu'on sait de quoi on va tous les matins, on va s'occuper. Donc, mais vous avez aussi beaucoup d'activités humanitaires en Arménie. On a les activités humanitaires qui continuent depuis très longtemps. Mon père, à la suite du tremblement de terre, avec Aznavour pour l'Arménie, bien sûr. Donc on continue ces activités-là, notamment à Gyumri. Mm-hmm. On essaye d'aider des familles à se loger dans des appartements ou dans des maisons. Ce sont les cas qui vivent encore dans des domiques, dans des conditions très difficiles. Et on a un projet avec la fondation Aidia pour reloger. On a déjà relogé dans le parc de la Victoire les familles qui habitaient dans ces domiques. Et on va poursuivre ce projet pour rénover le parc. Parce que le problème, il est double. Non seulement il y a un problème de logement, mais après, s'il n'y a pas une activité économique derrière, en fait, ça ne résout pas forcément le problème. Donc, je pense qu'en redynamisant le centre de Gyumri, en créant des lieux de vie, des lieux des cafés, des restaurants, des choses comme ça, une sorte ça participe de microcosme qui permet au développement de ces quartiers. L'année dernière, c'est ça, avec Aidia, on a relogé en total à peu près 100 personnes, mais on comprend que ces gens-là, ils ont besoin de travail, suivi, en fait, travail même psychologique, parce que rester 30 ans dans les conteneurs et vraiment avoir presque rien, parce qu'ils n'avaient pas ni l'électricité, ni l'eau, c'est très difficile à voir et constater. Mais pour pouvoir mener ces projets sociaux, il faut créer des projets comme l'exposition qu'on espère qui va avoir un grand succès, qui permettront d'avoir le financement pour les projets sociaux. Parce que les projets sociaux, vous ne pouvez pas... en fait, vous ne pouvez pas les autofinancer, je veux dire. Ce n'est pas comme les projets qu'on essaye de développer. Et c'est pour ça, quand on fait les appels de dons, on dit, vous pouvez, par exemple, prendre une famille en charge, acheter l'appartement, on va vous aider, etc. Vous pouvez faire ça. Mais si vous voulez, vous pouvez également participer dans le projet comme exposition, parce qu'une fois machine lancée, ça nous permet de couvrir les frais pour les projets sociaux, ça nous permet de conserver l'héritage culturel, passer le message. En fait, il y a beaucoup d'autres buts qui sont atteints. Et c'est les projets comme ça qu'on essaie de faire. Oui. L'action de la Fondation Aznavour, c'est pas juste de donner de l'argent, c'est aussi d'accompagner pour permettre de repartir, de donner une seconde chance à ces familles. On se place sur le long terme. Pourquoi le problème pendant 30 ans de Gyumri n'était pas résolu? Parce que vous savez très bien qu'il y avait beaucoup d'argent et de moyens qui étaient envoyés. Je pense que c'était un problème de gestion, en fait, et le problème même psychologique. Vous voyez, par exemple, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais quand vous commencez à reloger les familles, vous voyez toutes les problématiques qu'il y a derrière, et vous comprenez qu'il ne faut pas juste donner l'argent et partir. Non, sinon ça ne résout rien. Ça ne résout rien, et en plus ça complique, parce que les gens, ils ont l'habitude qu'ils vont pouvoir avoir l'aide, et... vous voyez, cette envie de faire des choses, ça diminue quand pendant 30 ans,
vous n'arrivez pas à vous remettre sur les pieds, après c'est beaucoup plus difficile. Alors vous êtes toujours sur Hype FM avec Nicolas et Christina Aznavour. Vous êtes la fondation, je suppose, mais vous devez être sollicité énormément pour différents projets de concerts, de parrainer tout un certain nombre d'activités. Comment la fondation arrive-t-elle à faire le tri et à choisir les projets qu'elle a envie de soutenir? En fait, en rencontrant les personnes, on comprend assez rapidement quelles sont leurs motivations. Si leur motivation, c'est de célébrer la mémoire de mon père, honorer sa mémoire et faire des beaux projets pour le bien public, on essaye de se rendre toujours disponible, malgré qu'on soit très sollicité. Et je pense que c'est aussi important à dire que nous, on a la vision globale. Et malgré le fait que c'était une période très difficile, l'octobre derrière, quelques mois après, on a organisé une session stratégique de la Fondation parce qu'un axe était ajouté, comme la préservation de l'héritage culturel et humanitaire de Charles Aznavour, à toutes les autres actions menées par la Fondation. Et là, on a fait un portfolio des 10 projets qu'on souhaitait, et avec les gens qui soutiennent la Fondation, d'habitude c'est des professionnels dans différents domaines qui viennent un petit peu dans le monde entier. La plupart c'est diaspora, mais on veut faire en sorte que les gens qui partagent les mêmes valeurs, ils participent, non seulement arméniens, à des sessions stratégiques comme ça. Et nous avons défini les projets, 3 projets, dont on veut consacrer, mais on en a 10. C'est juste que... Après, il faut choisir ses priorités. Oui. Bien sûr, on ne peut pas tout faire d'un coup, mais on a vraiment... L'idée, c'est où est-ce qu'on veut être dans 10 ans, dans 20 ans. Et après, on revient dans le temps pour essayer de comprendre à chaque fois quelle étape, pour arriver à ce but, il faut implémenter. Et là-dessus, on a pu voir, alors que ce soit à Cannes, ici les Moulineaux, il y a une salle de spectacle qui porte le nom de Charles Aznavour. Et puis donc cette semaine, vous avez remis officiellement un buste d'une artiste arménienne, Alice Manoukian, qu'elle avait sculpté, préparé ce bronze lors du premier voyage de Charles en 64 en Arménie. C'est ça, dans les coulisses. Dans les coulisses, parce qu'il n'avait pas le temps de rester pendant des heures. Ce bronze a tellement de significations différentes. Déjà, comme vous dites, ça a été sculpté dans ses coulisses avant le concert. Après ce buste, il était exposé, enfin, il était à la maison pendant toutes ces années. Donc, et là, il va être pour les Parisiens. Là, il est pour les Parisiens. Donc la symbolique est très forte pour nous. Et donc, si je ne me trompe pas, il sera implanté au carrefour de l'Odéon. On espère. D'accord, bientôt. Sans doute pour le mois de mai prochain, on espère. Oui, on espère aussi. D'accord. Mais c'est pas tout. Alors, justement, il n'y a pas tout, c'est pas tout. Alors, quels sont justement en termes de... Je suppose qu'il y a plein de villes qui ont dû vous solliciter pour donner des noms de salles de spectacle ou d'autres, de places, de rues, d'écoles. On a eu beaucoup de demandes. Malheureusement, on n'a pas pu tout accepter concernant les demandes. Et on s'est donné une ligne, en fait. Le nom de Charles Aznavour devrait être utilisé soit pour des lieux d'enseignement, soit pour des salles de spectacle. Mais on a dû choisir un petit peu, parce que sinon, après, ça perd son sens si tout est nommé Charles Aznavour. Oui. Alors, mardi dernier, vous évoquiez une statue. Je sais plus si c'est Nicolas qui est... Oui, c'est Nicolas qui en a parlé. C'est en cours. C'est en cours sur Paris. On travaille dessus avec la mairie. Oui, parce qu'on a vu à Agnières, il y a également eu un buste qui a été inauguré à Agnières. Donc, ça aussi, on peut dire que grâce aux gens qui nous soutiennent, parce que même l'idée des statues, le lendemain du 2e octobre, on a reçu une lettre d'un ami, d'un grand médecin qui a dit « Je veux participer, je veux vous soutenir, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et cette idée de statue est venue dans la tête, on a discuté, on travaille dessus pour que ça sera implanté également au cœur de Paris, dans l'est de Paris. Alors, ce qu'on comprend à travers cette interview, c'est que tous les deux,
mais également la fondation, également la famille, vous avez ce degré d'exigence, degré de rigueur qu'avait Charles dans tous les projets qu'il menait, c'est-à-dire de trouver toujours le bon angle, de trouver la bonne approche et de ne pas céder à la facilité. Mais ça donne cette impression-là, c'est vraiment que tous les projets sont choisis, réfléchis, mûris pour permettre vraiment d'être optimum. On est obligé, il a mis la barre tellement haute, puisqu'on n'a pas de choix. Alors, et surtout, on a beaucoup de chance parce que maintenant, tout le monde vit un peu séparément, loin. Seda et les États-Unis, Katamisha sont en Suisse, nous on est en Arménie. Mais grâce à cette culture, en fait, grâce à cet amour qu'il avait à la maison, notre but est atteint. Tous ensemble, on est réunis et on va vers notre but tous ensemble. Alors, l'autre aspect, ce qu'on a découvert aussi cette semaine par la sortie le mercredi, donc 2 octobre, de ce documentaire Le regard de Charles, c'est qu'en fait, Charles était également un réalisateur qu'il avait, comme dit la bande-annonce, que nous écouterons juste après, il avait lui-même pris une caméra et il observait tout. Comment, Nicolas, vous connaissiez ces films ? Oui, en fait, on avait les boîtes de pellicules, certaines qu'on n'avait jamais visionnées parce qu'il faut les machines, tout ça. Mais habituellement, pendant les fêtes, en famille, on regardait des bouts de films. Il aimait se montrer comme ça des bouts de films ? DVD, ouais. Des films de famille. Mais sur les films plus anciens, on ne les avait pas vus parce que c'était plus son histoire. Mais on savait que tout ça était là. Et à l'époque, Marc de Domenico a vu ça. Qui est réalisateur. Le projet est un peu né comme ça. Mais je crois que là aussi, Charles a participé déjà au premier... Marc Domenico lui a présenté les premières images. Oui. Il lui a donné les indications sur ce qu'il voulait. Mais ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est que quand vous avez vu le film au cinéma, les images sont très belles. Ouais. Mais c'était des vieilles pellicules. Donc nous, quand on les visionnait, certaines n'étaient même pas regardables. Donc en fait, vous les avez redécouvertes. Tout a été numérisé en haute définition, stabilisé, travaillé pour la couleur. Donc on redécouvre en fait ces images. C'est comme si on les avait jamais vues. Et puis il y a un texte qui accompagne, parce que les images sont muettes. Ce texte, comment avez-vous choisi ces textes ? Si j'ai bien compris, ce sont des passages de ces... d'interviews, des écrits, des livres. En fait, des parties ont été utilisées pour raconter son histoire à travers ces mots. Et c'est très, très émouvant parce que moi, quand j'ai vu le film, j'ai vraiment senti sa présence. Parce qu'il y a sa voix, son regard, sa philosophie. Et on voit en fait... sa curiosité pour le monde, et c'est ça qui lui a permis de faire l'œuvre qu'il a faite. Une voix d'ailleurs qui est celle de Romain Duris et qui apporte une... Alors comment s'est fait ce choix ? Je crois que c'est Micha qui a fait le choix. Oui. C'est un grand acteur. Et d'ailleurs, quand vous regardez le film, vous avez l'impression d'entendre mon père un petit peu. Ah oui, tout à fait. Donc, et ce qui est extraordinaire dans le documentaire, c'est qu'au-delà des... On comprend que la plupart de ces chansons qu'il a pu écrire, alors est-ce que c'est un travail du montage également, mais quelque part il avait eu des images, il y a des moments de sa vie qui sont dans ces chansons. Je pense notamment à la partie sur Montmartre où il habitait pour la Bohème, mais à d'autres moments. La Bohème, c'est Jacques Plante. Hein. Oui, mais il l'a accepté. Oui, bien sûr. Mais ces chansons sont tellement universelles qu'elles peuvent s'appliquer à sa vie, à la vie de tout le monde. Parce que des fois, les images filmées ne correspondent pas forcément aux dates où les chansons ont été écrites. Donc en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est que l'œuvre est tellement universelle qu'elle peut s'adapter à la vie de... Puis on voit qu'il aimait les gens, les villes, les gens qui travaillaient, le cireur de chaussures, l'ouvrier derrière le commerçant, etc. On voit qu'il voulait être une sorte de témoin de son époque et de ses voyages. Il voulait tout garder en fait dans ses souvenirs. C'est une façon de s'approprier ce qu'il voyait. Et surtout, il y avait beaucoup d'empathie
sur le monde. J'allais dire, au-delà de l'empathie, on dirait qu'il y avait énormément d'amour. C'est ça. Et il y a un passage qui m'a beaucoup touché, c'est quand apparaît votre mère, Ulla, ce moment déborde d'amour. On voit qu'il a l'œil qui est sur votre mère. Et on a presque l'impression de Lelouch filmant Anouk Aimée dans Un homme et une femme. C'est-à-dire c'est vraiment une preuve d'amour phénoménale qui fait... Enfin, ça transparaît dans le regard, quoi. C'est vrai. Vous savez, on a posé une question à lui. On a demandé qu'il définisse lui-même Charles Aznavour dans un mot. Et ce mot, c'était amour. Alors, je vous propose d'écouter, parce qu'on ne pourra pas voir, mais on peut écouter, et on va vous mettre la vidéo de cette bande-annonce, de ce film, Le regard de Charles, à aller voir absolument. En tous les cas, c'est un film événement, il faut absolument aller le voir. Donc, Le regard de Charles. Vous avez vu mon nom en lettres rouges sur le fronton de l'Olympia. Vous m'avez vu sur scène, de loin, de près, en images. Ces images qui, bout à bout, semblent dessiner ma vie. Vous m'avez vu, oui, mais ce que vous ne savez pas, c'est que moi aussi je vous ai vu. Car il ne quittait jamais sa petite caméra de père de famille avec laquelle il filma sa grand-mère, comme Édith Piaf, Johnny ou Françoise Sagan. New York, comme le Montmartre de ses 20 ans. Avec Micheline, ma fiancée, nous avons une chambre qui donne sur la place du Tertre, sans eau, sans chauffage, avec les toilettes sur le palier. Les textes lus par Romain Duris sont tirés de ses livres ou de ses lettres. On ne peut pas connaître Montmartre en ce temps-là, accrocher ses lilas. Un véritable trésor. Les bobines reposaient dans un coin de sa maison. Quelques mois avant sa mort, il a demandé à son fils Micha, à droite, et à son ami Marc, d'y jeter un œil. Voilà, il y avait ces cartons. Il m'a raconté qu'il avait filmé tout ça et peut-être qu'on pourrait faire quelque chose. Certains filment pour se tenir à distance. Pour ma part, je sens que je filme pour me rapprocher. Je suis un fils d'émigrants, comme tous ces gens qui cherchent une terre d'accueil. Nous sommes chacun le bout du monde. Je disais toujours oui, mais moi c'est pas mourir qui me fait peur, c'est juste de plus être là. Donc voilà, s'il est là-haut, il est sans doute là-haut, il sera content de voir que il arrive encore à apporter du bonheur aux gens. Je te filme. Tu ne vois pas mes yeux. Ils sont brillants d'émotion. Je te filme pour te faire entrer dans le film de ma vie. Alors on y découvre Ulla, sa dernière épouse et mère de ses 3 plus jeunes enfants. Son papa, qu'il avait emmené avec lui en tournée en Arménie. Je me demande à quoi rêvait mon père, quand lui aussi portait, soulevait, déposait toute la journée. Un regard qui a touché les spectateurs de l'avant-première. C'est ça qui est plus touchant, c'est que c'est la déclaration d'amour à sa femme, c'est très très joli. Ou rappeler quelques souvenirs à certains. Je me souviens au début, quand on était en tournée, déjà il partait avec sa caméra au sein d'appareil dont j'ai hérité très souvent. Avec ce film, il nous emmène donc au bout de la terre, comme un prolongement de ses chansons. Alors, vous êtes toujours sur Hype FM. Nous sommes toujours en compagnie de Christina et de Nicolas Aznavour. Nous arrivons bientôt à la fin de cette émission. On se dit, au vu de tout ça, que la vie d'Aznavour, le travail de la Fondation, ferait une formidable comédie musicale. Est-ce qu'il y a des projets également de raconter cette vie en chanson ou avec ces chansons? Oui, je peux vous dire oui. On ne s'est pas encore penché dessus à cause de tous les projets qu'on fait, mais ça va venir. Pas seulement que de comédie musicale. On a le travail pour 20 ans. Oui, minimum. on a nos projets sur 20 ans. Et alors, peut-être pas à 20 ans, mais en conclusion, alors quels sont les prochains rendez-vous que vous pouvez donner et quelles sont les prochaines initiatives qui vont bientôt arriver, alors dans les mois ou dans les mois à venir? L'inauguration du bus, je pense. C'est la prochaine étape? Oui. On espère la statue dans la même période. Et par exemple, l'exposition, ça dépend directement de même des gens qui nous écoutent. Dès qu'on a pu rassembler les fonds nécessaires pour ce projet, il sera déjà mis à rail. Bah écoutez, moi c'est tout le bonheur que je vous souhaite et de cette réussite, comme celle de Charles.
Merci à vous, Nicolas. Merci à vous, Christina, pour avoir accepté cette interview. Oui, Nicolas. Il y a un livre qui sort, oui, édité par les éditions Grund, qui fait toute la discographie de mon père. Qui est magnifique d'ailleurs. Ils ont généreusement nous ont proposé de reverser une part des profits à la fondation. Je crois qu'il y a quelques albums hommages également avec des chanteurs qui vont... Il y a Danny Briand aussi qui va faire un album. Il y a plein de choses encore. Excusez-moi tout ça. Non, mais c'est pas... Et il y avait ce fameux concert proposé par le président arménien Almen Sarkissian. Je crois que pour l'instant, il n'a pas beaucoup avancé. Avec Elton John en Arménie, ça paraît un peu... On y pense. Il faut voir comment organiser. C'est compliqué à organiser. C'est un petit peu compliqué, mais on y arrivera. Bon. Merci encore Nicolas, merci encore Christina. Merci à la Fondation Aznavour pour tout le travail que vous faites. Avant de nous quitter, je voudrais quand même également remercier l'IEJ et son président Mourad Papazian de nous avoir accueillis dans ses locaux pour cette interview. Une émission d'IPFM que vous pourrez retrouver demain en podcast. Mais également, sachez qu'il va y avoir une série d'émissions sur IPFM racontant la vie d'Aznavour qui sera diffusée tous les dimanches à midi, ainsi qu'un spectacle au POC d'Alfortville avec l'ensemble Navasart et un certain nombre de chanteurs, un spectacle mêlant danse et chant qui aura lieu début novembre. Donc voilà, donc je vous invite à suivre là-dessus. Et puis, modestement, parce qu'en tant que rédacteur en chef de France-Arménie, vous pourrez retrouver l'interview complète de Nicolas et de Christina et bien d'autres informations sur la Fondation Aznavour dans le dernier numéro de France-Arménie qui est consacré à cet Aznavour en héritage, à cet héritage d'Aznavour. Merci encore à tous et bonne journée à vous. Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.